J'étais au fond du trou, tout partait à volo. Au bord de la falaise, prêt à me pendre les veines sous le métro. J'avais fait le tour de rien, j'étais revenu de tout. Je croyais plus en rien, je marinais dans le flou. Je suis allé chez mon psy, le PMU du coin. Un disciple de Lacan qui parle mandarin. J'ai rencontré un crack, une pointure, une tête. Zamor à la steak, chaman à gif sur Yvette. Il m'a dit mec, prends un gratte, mise tout sur le 4. Le reste on s'en balèque. La vie c'est simple, c'est banco sur l'arête. Il suffit de respecter les 4 accords Toltec. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Marie. Eh bien, écoute, heureux de te recevoir aujourd'hui pour une émission comme je les aime autour du cœur. On va parler de la guérison du cœur aujourd'hui. Toi, tu t'es intéressé à une voie particulière qui est la voie Toltec. Je vais te laisser te présenter un petit peu, mais surtout de me dire finalement pourquoi tu t'es intéressé à cette voie Toltec, comment tu as rencontré cette voie, qu'est-ce que ça a généré dans ta vie, et puis que finalement tu l'enseignes aujourd'hui, puisque tu es coach, enseignant, voilà, tu nous en diras plus. Mais donc, bon, voilà, comment tu as rencontré cette voie et qu'est-ce que ça t'a permis de l'intégrer dans ta vie? J'ai rencontré cette voie à la fois par un cheminement personnel que j'ai démarré autour de l'âge de 20 ans, une sorte de premier réveil spirituel, je dirais, parce que j'avais un questionnement ardent sur le sens de la vie. Et notamment, j'avais un questionnement insistant sur pourquoi la souffrance, pourquoi l'être humain souffre. Mm. Et est-ce qu'on est là sur Terre pour naître, laisser quelques traces, souffrir et mourir? Ça n'a pas de sens. Et à l'époque, je trouvais des réponses chez Albert Camus, par exemple, La philosophie de l'absurde, le mythe de Sisyphe. C'était la réponse la plus satisfaisante que j'avais trouvée. Sisyphe qui pousse sa pierre au sommet de la montagne, elle dévale de l'autre côté, il recommence chaque jour. Quel est le sens de tout ça? Mais finalement, Camus nous dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Bon, je me contentais de ça, mais ce n'était pas totalement satisfaisant parce que comment être heureux dans un monde absurde et fou? Ouais. Voilà. Et à force de questionnement, à force d'insistance et d'ardeur, j'ai fini par trouver des réponses dans une spiritualité qui est passée à la fois dans un premier temps par le bouddhisme, mais aussi le christianisme des origines, la gnose. Je faisais beaucoup d'ésotérisme quand j'étais étudiant. Je cherchais dans les souterrains des réponses à mes questions. Et puis, on vit une époque aussi de spiritualité émergente où les réponses nous arrivent aujourd'hui. Plus besoin d'aller chercher un maître, un yogi au fin fond de l'Himalaya. On appuie sur un clic et toute la connaissance du monde nous est accessible. Et ces enseignements toltèques, chamaniques du Mexique ancien, qui ont été transmis de manière secrète, ésotérique, par voie orale, finalement, aujourd'hui, sont accessibles à tous. Et quand on voit le succès mondial des 4 accords Toltec, le livre, c'est très impressionnant. Alors, c'est à la fois une quête personnelle et à la fois, après, ça a coïncidé avec mon activité professionnelle, mon cœur de métier. Mon métier de cœur, c'est l'enseignement, moi, c'est transmettre par la parole. Voilà. Depuis l'âge de 13-14 ans, par exemple, j'ai envie d'être prof, d'être enseignant, en prenant exemple sur des modèles d'enseignants qui m'ont inspiré. Euh, voilà ça. Après, je devais trouver prof de quoi, dans quel domaine, enseigner quoi. Voilà. Alors, dans un premier temps, ça a été le français, l'histoire, et puis progressivement, je me suis dirigé, j'ai fait coïncider avec voilà cette voie au texte d'enseignement. Donc, dans ma démarche professionnelle de formateur, il y a quelques années, j'ai commencé à utiliser l'outil des accords Toltec pour accompagner et aider certains publics de formation et à animer des petits ateliers parallèlement à mon activité de formateur. C'est comme ça que ça a démarré, ça a pris corps dans la matière par des cercles de parole sur le support des accords Toltec, des conférences, des ateliers journées. Et puis, tout simplement aussi parce qu'au départ, j'ai rencontré les accords Toltec comme beaucoup de gens parce que je cherchais réponse à mes questions, notamment la paix dans mes relations. C'est un ami qui m'a parlé de ce livre. Comme beaucoup de gens, je l'ai découvert quelques années après qu'il soit sorti. Bon, maintenant, ça fait plus de 20 ans, puisque il a paru, été traduit en France à la fin des années 90. Et quand j'ai lu ce livre, très vite, je me suis dit, oh, c'est puissant.
C'est très simple, mais il y a vraiment un code de conduite des éléments pour, si on le met en application. Donc, j'ai eu très envie de le mettre en application pour voir quels étaient les premiers résultats testés sur moi. Et j'ai commencé avec le troisième accord. Moi, je suis entré en toltéquité, je dis souvent, avec ce troisième accord, ne faites pas de suppositions. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de faire un premier pas et de me rendre compte que si Alors, déjà on arrête de se faire des films dans sa tête, il y a des changements dans sa vie quotidienne. Ouais. ok, juste avant de continuer, est-ce que tu peux dire quelques mots sur Don Miguel Ruiz, qui est celui dont tu t'inspires? Oui, c'est important de le préciser parce qu'il y a plusieurs enseignants dans la voie Toltec et moi je dirais, je suis dans la lignée ou dans les pas de celle de Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, c'est ce qu'on appelle dans cette tradition du Mexique Toltec un nagual, c'est-à-dire un enseignant spirituel, un guide spirituel, mais élevé, un chaman élevé, si vous voulez. C'est pas, voilà, il a marché un chemin et vécu une expérience où il a rencontré deux fois la mort, une fois à la trentaine lors d'un accident de voiture. En tout cas il a côtoyé la mort à travers des expériences particulières. Et puis plus tard aussi, et a vécu plusieurs semaines de coma suite à un accident cardiaque qui relate dans un de ses livres là, une somme qui s'appelle L'art de vivre et de mourir des Toltecs, où il a pu revenir à la vie grâce à sa mère notamment, qui est une guérisseuse spirituelle, qui lui a demandé de revenir parce qu'il n'avait pas terminé son travail d'enseignant de Nagual. Miguel Ruiz, c'est quelqu'un qui, quand il était jeune, a choisi de faire des études de médecine et son premier rêve, c'était de devenir neurochirurgien. Il l'a réalisé. Il a été neurochirurgien en Californie quelques années. Et puis, suite à ce premier accident où il a côtoyé la mort, une expérience saisissante où il a échappé miraculeusement à la mort, il a décidé de retourner vers sa mère et son grand-père, ses enseignants dans la voie Toltec, pour parfaire son enseignement et devenir guide spirituel dans la tradition Toltec Nagual. Et ça, c'était son deuxième rêve. C'est intéressant de savoir que dans une autre vie, qui a été assez courte, Miguel Ruiz a été neurochirurgien. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, il a eu cet accident et il est devenu guide spirituel. Et aujourd'hui, je dirais, jadis, il était médecin du cerveau, aujourd'hui, il serait médecin du cœur plutôt, le maître de l'amour, la maîtrise de l'amour. Et donc, c'est cet homme-là qui est un guérisseur aussi. Et je dirais que pour moi, ce qui est le plus important de retenir de Miguel Ruiz, outre le fait que c'est vraiment un maître de l'amour, quelqu'un qui incarne véritablement cet amour inconditionnel, cette médecine du cœur, c'est quelqu'un qui vraiment nous apprend spécifiquement à nous aimer, vraiment à courtiser notre âme, à apprendre vraiment cet amour de soi, cet amour inconditionnel de soi. Tu parles du parcours de Miguel Ruiz en précisant qu'il était d'abord chirurgien du cerveau et ensuite du cœur, mais on sait aujourd'hui que le cœur est un cerveau, puisque il porte en son sein 40 000 neurones qu'on appelle des neurites. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on découvre que finalement le corps humain à plusieurs cerveaux, c'est-à-dire qu'il y a le cerveau crânien, on a découvert le cerveau intestinal, hein, qui est en lien avec notre système neurofonctionnel, et puis aujourd'hui, le cerveau du cœur. Après, lequel est le premier? En tous les cas, ils fonctionnent tous les trois en coopération. Mais le cœur, c'est vrai qu'il a cette capacité à œuvrer de façon autonome. Ça fait partie, ça aussi, de l'époque actuelle où on a accès aux connaissances, aux sciences. C'est passionnant, effectivement. Il semblerait même que le cœur se forme avant le cerveau. C'est dans l'embryon, voilà, et que l'intelligence du cœur précède les autres. Et effectivement, alors c'est intéressant. J'ai envie de dire que le cœur est dans la tête aussi. Et le cœur est dans le ventre. C'est-à-dire, c'est vraiment ces trois centres, mais tu as raison, hein, d'intelligence et de force, hein, où nous avons des neurones, et d'observer comment le cœur est en position centrale, entre le monde d'en haut, pour parler un peu chamanique, et le monde d'en bas, en fait, le centre d'intelligence de la tête et le centre d'intelligence du ventre.
En fait, moi, je dirais que c'est le cœur qui fait le lien entre tous les organes, même, hein, parce qu'il est dans ces deux organes que tu cites, mais quelque part, il est partout, puisque ce qui caractérise le cœur, c'est qu'il est même au-delà de nous, puisque ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, dès lors qu'on est connecté avec la vibration du cœur, ben on est connecté avec la vibration de l'univers. Moi, ce que je ressens souvent, ça fait partie de cette médecine du cœur Toltec. À un moment donné, je propose aux stagiaires de vraiment être à l'écoute de leur cœur, concrètement. Et moi, ce que tu dis, ce que ça m'évoque, c'est que souvent, la pulsation cardiaque, pour moi, a un caractère de pulsation universelle. C'est un peu comme si c'était le battement universel de la vie, de l'univers, universel, univers, de la Terre. Il y a quelque chose de profondément apaisant et qui nous remet au point zéro, qui nous permet de conclure de nouveaux accords, un nouvel accord, de prendre un nouveau départ, quand on se remet au diapason du cœur. Et c'est vrai que cette affaire d'intelligence cardiaque, euh, moi, elle m'intéresse beaucoup. J'en suis curieux aussi parce qu'à chaque fois, je découvre des choses. Mais on le ressent facilement, par exemple, avec des animaux qui n'ont pas la parole humaine, le langage humain articulé, comment on peut se rencontrer par le cœur. Mais alors pour le coup, je vais parler de Greg Braden parce que lui, il est vraiment dans la recherche scientifique et quelque part, cet homme, il fait partie de ce que j'appelle le nouveau paradigme scientifique et où il va expliquer et prouver scientifiquement ce que les traditions spirituelles du monde entier préconisent depuis des millions d'années. Il explique que la cohérence cardiaque, c'est-à-dire cette façon de respirer sur un rythme précis, va nous harmoniser à 0,1 Hertz, donc avec le cœur, qui va du coup permettre d'harmoniser le cerveau et tout le corps. Et ce 0,01 Hertz, c'est aussi la fréquence de résonance avec l'univers et avec la connaissance qui existe dans le cœur de notre soi, je dirais, de tout ce qui est plus grand et Oui, plus oui, large. oui. Ah oui, alors là, tu donnes des éléments très précis, scientifiques, effectivement. Tu illustres, merci beaucoup. C'est que la science vient confirmer des intuitions spirituelles ou mentales et on a des réponses comme ça, effectivement. Voilà. Mais la cohérence cardiaque, effectivement, c'est tout à fait ça. Et avec les animaux, comment on peut communiquer, en fait, se relier par cette sensibilité aussi, cette intelligence. Voilà. Ah oui, parce que du coup, Et puis, les poètes disent qu'on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. oui, voilà. Puis que dès lors qu'on est relié au cœur, on est vraiment relié à cette connaissance intuitive, qui n'est plus cette connaissance du cerveau droit, cerveau gauche, parce que souvent on associe l'intuition. Moi, je parle vraiment de l'intuition en tant qu'intelligence supérieure hein, du soi. Enfin, intelligence, je dirais, langage de l'intelligence supérieure. Et que, oui, dès lors qu'on est dans notre cœur, effectivement, on accède à cette connaissance de l'univers. Mais bon, j'avais envie quand même que tu nous parles un peu plus de toi, de ton propre cheminement intérieur en fait, hein, dans le sens où qu'est-ce que toi ça t'a permis cette voie Toltec, puisque bon, Ouais. le titre de cette vidéo c'est la guérison du cœur, mais comment toi t'as cheminé avec ça? À la même époque où je me questionnais sur le sens de la vie, pourquoi la souffrance, j'avais aussi quelque chose qui était présent dans mon champ. Euh, je disais souvent, c'est plus intéressant de faire de sa vie une œuvre d'art que de faire des œuvres d'art. Ça, c'était un jugement, une considération de jeunesse. Moi, j'étais plus intéressé pour faire de ma vie une œuvre d'art que de faire des œuvres d'art. Après, je ne suis pas spécialement un artiste au sens de quelqu'un qui crée des œuvres d'art et qui en vit, ça occupe une place importante dans sa vie. Euh, Miguel Ruiz dit, retenez de la signification du mot Toltec, retenez que ça signifie artiste, artiste de l'esprit. Voilà. Mais j'y reviendrai un peu plus tard, avec ta permission. Donc, je parle de ça parce que j'ai retrouvé ça des années plus tard avec cette philosophie de vie. C'est une philosophie et surtout un art de vivre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire de ma vie une œuvre d'art. C'est pas forcément spectaculaire, mais c'est des changements réguliers, quotidiens, qui permettent
de vivre, je dirais, une vie meilleure, une vie beaucoup plus alignée avec ses aspirations, les aspirations de son âme, de son cœur. Chez les Toltecs, l'âme, c'est la porte du cœur, hein. C'est là le siège. Et de pouvoir aussi accompagner, transmettre aux autres, aider les autres. Je dirais que tout ce que j'ai reçu, j'ai eu envie à mon tour de le partager. En même temps, j'ai répondu aussi à l'appel qu'a lancé Miguel Ruiz quand il est venu en Europe il y a quelques années, aidez-moi à changer le monde. Aidez-moi à changer votre monde. Voilà, je change le monde en me changeant, comme il dirait, en transmettant ses enseignements. Alors, moi, je l'ai un peu dit, c'est que j'avais beaucoup de colère. J'en ai encore parfois un peu, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'avais beaucoup de colère dans mes relations, etc. Donc, je cherchais aussi des outils pour transformer, pacifier les relations. C'est comme ça que j'ai découvert le livre, comme d'autres, et que j'ai donné ma première conférence chez moi à Avignon, remplaçant, c'était imprévu, un conférencier au pied levé. Ça a commencé comme ça concrètement. Et puis les premiers cercles de parole, les premiers groupes de parole. Je cherchais euh, un outil de connaissance de soi pratique à mettre en application au quotidien. Et je dirais pour aider les gens qui nous écoutent, c'est que moi j'ai commencé par exemple avec ce troisième accord parce que ça correspondait à mon besoin à ce moment-là. On peut travailler les accords dans l'ordre du premier au quatrième, puis le cinquième, ou les travailler indépendamment dans le désordre selon avec quoi ça résonne. Alors, Voilà. tu peux les rappeler, les cinq grands accords Toltec? Oui, ben, le premier, c'est être impeccable avec sa parole. Donc, c'est le premier accord, ça parle du verbe, de l'esprit. C'est l'accord le plus connu, c'est le plus difficile. Miguel en parle parce que tous les autres en découlent et parce que ça demande beaucoup d'attention, notamment au début, et que pour beaucoup d'êtres humains, c'est ainsi, être impeccable avec leurs paroles, ne serait-ce que 5 minutes, c'est un grand défi. Voilà, pour une majorité, mais c'est c'est un accord qui va demander pas mal de travail au départ, mais c'est intéressant pour après ce qu'on peut récolter. Ce qui est important de retenir avec le premier, c'est qu'une parole impeccable découle d'une intention impeccable. Donc, la première chose à regarder, la première chose à aborder, à questionner, à méditer, c'est comment je pense, ou plutôt quel est mon état d'esprit, quelles sont mes intentions. Voilà. Le deuxième accord est en lien plutôt avec le cœur, la sphère émotionnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Arrêtez de tout ramener à vous, apprenez à se libérer du regard d'autrui et se protéger. Et après tout, ce que l'autre projette, chaque être humain projette des choses sur l'autre, ça lui appartient à lui. Alors ça devient intéressant quand nous réagissons personnellement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là, ça vient toucher un endroit sensible, blessé. Le troisième accord, c'est discerner le vrai du faux, c'est la façon de penser, c'est le mental, ou l'intellect, c'est ne faites pas de suppositions. Posez des questions, vérifiez, mettez-vous en quête de la vérité, discernez le vrai du faux. On a besoin du mental pour le discernement. Voilà. Et l'intuition aussi. Moi, l'intuition, je la placerai plutôt ici. Mais effectivement, il y a une intelligence du cœur qui est, tu as raison, mais la glande pinéale, ce que les orientaux appellent le troisième œil, on peut avoir l'intuition qui arrive sous forme de flash, d'images courtes, d'informations immédiates ou de prémonitions, de préconitions. On voit les choses avant. Bon, Comme l'intuition, c'est un petit peu ma spécialité, elle peut être exprimée par quatre grandes voies intérieures qui sont la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience et la clairconnaissance. Mais elle s'exprime aussi par l'extérieur, c'est-à-dire que c'est oui, vraiment la vie qui nous traverse, pour le coup elle nous traverse par l'intérieur, de l'extérieur, et que les informations arrivent aussi par l'extérieur, et tout est l'art d'arriver à décoder en fait ce langage qui est là, qui est présent au-delà de nous, qu'on en soyons conscients ou inconscients, et qu'il s'agit effectivement d'apprendre à percevoir ce langage de la vie, de oui, oui, l'univers, oui. et qui Ouais, ouais. passe moi par le cœur, hein, c'est-à-dire que le cœur est le médium Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Merci pour
Ces éclairages, c'est intéressant aussi, ouais, effectivement. Et le quatrième, c'est le corps, c'est passer à l'action, c'est celui que je préfère. Faites toujours de votre mieux, donnez toujours le meilleur, chaque jour, à chaque instant, sachant que votre mieux change tout le temps, forcément, selon notre état de forme, de santé, d'énergie, etc. Nous nous levons le matin, pardon, avec une certaine quantité d'énergie, du point de vue toltèque, intellectuel, émotionnel, physique. Au cours de la journée, ça peut changer, on peut monter, descendre, il y a les saisons, etc., au rythme de l'année. Il est bien évident qu'on n'a pas la même énergie en ce moment qu'au mois de décembre. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour le savoir, hein. C'est évident. Le corps s'exprime et nous dit ce qu'il a à nous dire au rythme des saisons. C'est pour ça que je les enseigne, j'aime les enseigner au rythme des saisons. Faire toujours de son mieux, c'est aussi l'assurance avec ce quatrième accord de vivre une vie sans regret. J'insiste là-dessus. Et arriver à la fin de sa vie en pouvant dire j'ai vécu sans se retourner et sans regret. Donner le meilleur chaque jour. L'idée, si vous voulez, de ce quatrième accord qui est lié aussi au plaisir, à la notion de plaisir que l'on ressent dans le corps, on sait que l'on a fait de notre mieux parce qu'on le sent dans le corps. On éprouve, on ressent du plaisir. Voilà. Et quand on n'a pas fait de notre mieux, c'est pas agréable, on le sent aussi, on a loupé le coche, mais on peut conclure un nouvel accord pour faire mieux la fois d'après. Ça peut arriver de louper le coche, on n'a pas la présence d'esprit. Ce que je voulais dire avec cet accord, c'est que c'est aussi une façon d'apprendre vraiment ou de réapprendre à vivre au présent, ici et maintenant. Peut-être que dans 5 minutes, je serai mort. A priori, non. Mais s'il me reste 5 minutes à vivre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me plains, je me lamente sur mon sort ou ces 5 minutes, je les vis à fond? L'idée, c'est qu'est-ce que vous feriez de votre vie si vous restez un mois? Donnez le meilleur à chaque instant. Donnez le meilleur parce que je le ferai demain, mais demain, je serai peut-être mort. Qui sait? C'est ce qu'on appelle la présence, non? Oui. Oui, et c'est un très bel enseignement de Miguel que j'aime beaucoup, qui est d'utiliser la mort comme messagère, comme enseignante, d'utiliser la messagère que représente la mort qui nous dit profite de ce dont tu as sur cette terre, sur ce plan-là, jouis de tout ce qui t'est prêté, mais sois conscient que ça peut être enlevé à tout moment. Ouais. C'est intéressant que ce lien qu'il fait et que tu exprimes là avec la mort, parce qu'en fait, quand tu regardes l'archétype de la mort, c'est juste le passage d'un état à un autre. Donc, ça vient nous parler de métamorphose et dans développer sa capacité à s'agrandir, parce que moi j'aime à dire que dans les premières années de notre vie, dans l'enfance, on grandit et puis après, on s'élargit. C'est-à-dire qu'on s'agrandit de l'intérieur et ça, c'est jamais fini. Et pour ça, il s'agit de s'ouvrir à la métamorphose. Et pour s'ouvrir à la métamorphose, il s'agit de s'ouvrir à la question de la mort. Oui, qui est un dossier important. Mais à partir du moment où on s'engage dans une voie chamanique, la voie toltèque en est une, même si elle ne porte pas ce nom-là, parce que lorsqu'on lit les livres de Miguel Ruiz, et je parlerai du 5e, je n'ai pas oublié à la suite du 4e, nous nous rendons compte que c'est une forme de chamanisme appliqué et adapté au public occidental pour lequel le livre a été écrit dans un premier temps, puisque c'est d'abord aux États-Unis qu'il a paru, puis ensuite en Europe. C'est un chamanisme qui a été allégé de toute sa symbologie toltèque, aztèque, amérindienne, mexicaine, qui peut faire peur chez nous, que l'on associe à de la sorcellerie. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, le nagual et le tonal, tout ce monde-là, Teotihuacan, le site des pyramides, le site sacré des anciens Toltecs. Et c'est volontairement que Miguel Ruiz a fait une vulgarisation allégée de toute cette symbologie, parce que parfois la symbologie peut conduire au fanatisme. On est accroché au symbole, on est identifié au symbole, ça doit être comme ci, comme ça. Et donc il en a fait une vulgate, une vulgarisation intelligente qu'un enfant de 10 ans peut comprendre, accessible à tous, les 4 accords écrits en style oral. Et je parle de cela parce que dès lors qu'on s'engage sincèrement dans une voie chamanique, c'est une école de la mort. On apprend à mourir pour apprendre à vivre. Mais on rejoint les philosophes aussi de chez nous
C'est pour ça que c'est plus une philosophie et un art de vivre qu'une spiritualité, même si c'est une spiritualité aussi. Euh, je pense au philosophe Montaigne, qu'on a beaucoup étudié quand on était au lycée, à l'université, en français, en philosophie, qui dit philosopher, c'est apprendre à mourir. Moi, je me souviens que j'étais allé voir mon prof de français en me disant, monsieur, ça veut dire quoi ça? Et il m'avait répondu, oh, mais tu es beaucoup trop jeune, tu as le temps à 16 ans ou à 15 ans, ces choses-là. Mais en réalité, il ne savait pas répondre. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Philosopher, c'est quoi? Philosophie, amour de la sagesse. Apprendre à aimer la sagesse, c'est se rendre compte que à chaque instant, je me rapproche un peu plus de la mort. Dès qu'un homme naît, dit le philosophe, il est assez vieux pour mourir. C'est l'idée que déjà, ce que je te disais il y a une minute, c'est mort. Je meurs à chaque instant. Ben oui. Et donc, je vis à chaque instant. Apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Et de toute façon, ces écoles-là, des mystères, ces voies chamaniques comme la voie toltèque du tonal et du nagual, l'état de conscience ordinaire, l'état de conscience modifié, naviguer entre les deux, le monde matériel, le monde spirituel, incarné au sein d'une même vie, d'une même âme, c'est apprendre à vivre. Hein. C'est vraiment comme école de la vie, de la liberté, mais en acceptant notre condition de mortel. On a vu comment ces 2 années avec la Covid ont créé aussi, entraîné une crise de nerfs généralisée, comme si tout d'un coup, il fallait qu'on ait un antidote. On est mortel. Oui, ça nous a rappelé que nous sommes mortels et fragiles, que les virus sont là pour nous modifier, nous faire évoluer, nous reprogrammer, semble-t-il, d'après les scientifiques. Donc, ce sont des questions qui sont cruciales. Ce sont des questions, se préparer à la mort. Si l'on regarde comment on vivait dans l'Antiquité, au Moyen Âge, c'est quelque chose qui était partie intégrante du quotidien des gens. Hmm. Mais je veux dire, tel que tu le dis aussi en transversal hein, de ce que tu exprimes, hein, je veux dire, chaque seconde, il s'agit d'apprendre à mourir. Alors, c'est vrai que c'est pas notre culture, mais il s'agit d'apprendre à mourir à ce qui est, c'est-à-dire que grandir, évoluer, et c'est quand même, enfin, l'évolution, l'expansion, c'est quand même le propre de l'être humain, puisque nous sommes sous-tendus par une force d'expansion qui se trouve dans l'univers même, voilà. Et puis, tu dis comment Donny Galleries a un peu dépouillé son enseignement de tout symbolisme. Moi, je dirais tout ça très simplement qu'il l'a adapté à notre culture occidentale, c'est-à-dire qu'il en a fait un enseignement universel qui va parler au commun des mortels en le traduisant de façon extrêmement concrète. Et puis, autre chose que j'avais envie de dire aussi, c'est quand tu parles de, ouais, c'est une philosophie plus qu'une spiritualité, mais je veux dire, pour moi, la spiritualité incarnée, c'est un art de vivre et qui se traduit par des choses extrêmement concrètes. C'est une pratique, c'est bien au-delà parce que tu parles d'outils, donc ce n'est plus un outil, mais c'est une posture de vie, une pratique de vie quotidienne, Oui, bien sûr. faire de façon extrêmement concrète, à travers des choses extrêmement concrètes. Et c'est en ça où, effectivement, après, la philosophie rejoint la spiritualité, rejoint... Et je vais même oser une métaphore. Je dirais que cet art de vivre permet de faire de nous des gens bien. Je veux dire par là que finalement, alors les accords sont des leviers de transformation, on peut les considérer comme des outils, des préceptes de sagesse ancienne et de conscience moderne. Olivier Clerc, même Miguel, je crois, parle, il a emprunté à Miguel, oui, d'un code de conduite hein, archétypal, structurant, universel. Et ne perdons pas de vue que les accords, qui sont toltèques, sont d'abord... Euh, comme un engagement, un accord que l'on contractualise avec soi, on conclut un nouvel accord. Et en fait, c'est d'abord à l'intérieur que ça se passe. C'est entre soi et soi, bah oui. entre soi et moi. Et donc, en surmontant mes difficultés, en remportant une victoire sur le parasite à l'intérieur de moi, sur cette voie qui a pris le contrôle de mon esprit quand j'étais enfant à cause des conditionnements, de la domestication, je te préviens. Je te préviens que si tu finis pas ton assiette avec un système d'amour conditionné, de punition et de récompense, etc., où très bien, tu as fini ton assiette, c'est très bien, tu auras ceci, cela. Ce genre de choses qui a évolué, Dieu merci, mais qui est encore présent, mais qui a
qui nous a conditionnés à devenir qui nous sommes jusqu'à ce que en nous, on ait envie de changer parce qu'on en a marre de souffrir. Pour revenir à la question, c'est toutes ces petites victoires remportées sur le parasite, sur cette partie de soi qui est la partie domestiquée, conditionnée, qui nous tire en arrière, qui nous tire vers le bas, qui nous ramène vers notre histoire passée. Toutes ces victoires remportées fait de nous progressivement des gens bien. Le terme qui me vient, c'est gentleman, mais en fait, c'est valable aussi gentilhomme en français. C'est-à-dire, ouais, et dedans, il y a gentillesse, c'est intéressant. Parce que dans cet art de vivre, je n'ai rien trouvé de mieux depuis des années. Finalement, c'est être de plus en plus gentil avec soi et les autres, de plus en plus doux, on pourrait parler de bienveillant, aimant. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'installe en nous, c'est ça, cet art de vivre, d'une petite conquête tranquille sur le parasite, de bataille gagnée, de bataille en bataille. Le parasite en nous perd de plus en plus de terrain, de plus en plus d'énergie, et c'est la partie, je dirais, le cœur, la partie aimante qui prend de plus en plus de place. Alors, même si l'on trébuche, même si notre parole n'est pas impeccable, qu'on reprend les choses personnellement, qu'on fait des suppositions, qu'on n'a pas fait de son mieux, on a suffisamment d'énergie, de pouvoir personnel, pour reprendre un terme important dans cette philosophie, pour se relever, surmonter l'épreuve et continuer à avancer. Ouais. J'ai envie de reformuler un petit peu ce que tu viens de dire d'une façon un peu différente, dans le sens où finalement, je dirais qu'on a toute une première partie de vie où effectivement ce que tu appelles nos conditionnements sont comme un espèce de système d'emprise qui non seulement nous enferme dans une forme d'éducation maltraitante, et qui nous amène finalement à être maltraités sans même pouvoir le savoir. Et que la première étape, ça va être déjà de comprendre qu'on a bien été maltraité, que souffrir, ce n'est pas l'état normal de la nature humaine, de la nature tout court, et que la voie qui est celle que tu préconises, que je préconise aussi, qui est la voie du cœur, c'est-à-dire comment j'ouvre le cœur, nous fait passer de ce monde insensé où on croit que souffrir, pour faire référence au mythe de Sisyphe dont tu parles au départ, c'est-à-dire on pousse notre pierre et puis pouf, elle déroule en bas et puis on passe notre vie à souffrir et pour arriver à monter en haut. Et puis finalement, quand on commence à ouvrir le cœur, on arrive dans le monde du sens. Parce que c'est à partir de là, parce que le seul organe qui a cette capacité de transmuter, de transmutation, c'est le cœur. Notre mental n'a pas ce pouvoir-là. Dès lors qu'on commence à ouvrir notre cœur, on s'ouvre à cet art de l'amour qui est donc l'art de la mort. Entre amour et amor, d'ailleurs, c'est le même mot en espagnol. La mort et la mort en français, enfin, on peut faire, il y a des, en langage des oiseaux, on peut s'amuser. Oui, l'art de vivre, l'art de l'amour, l'art de la mort, c'est exactement la même chose. C'est l'art de s'ouvrir à la question du sens de notre vie et de progressivement de sortir de ces modes de fonctionnement extrêmement autodestructeurs pour aller vers l'incarnation de ce qui fait sens pour nous, de notre vocation profonde. Et puis, moi, j'irais au-delà de la gentillesse, c'est vraiment d'incarner notre joie d'être. Oui, mais c'est tout ça. C'est tout ça, c'est vivre une vie meilleure. Ça permet ces 4 accords en fait de sortir de l'enfer, de s'affranchir de cette domestication dont parle Migaru, qui est un terme fort, un peu provocateur, domestiquer comme des animaux. Oui, c'est ça. Système de récompense et de punition. Voilà. Et c'est comme ça que l'homme, finalement, passe de l'état animal, où il va fonctionner instinctivement en reproduisant toujours les mêmes choses, et où il est dans l'instinct grégaire, dans l'instinct de survie, voilà, il a besoin d'appartenir à un clan, donc du coup, pour appartenir à ce clan, être reconnu, être aimé, voilà. Puis à un moment donné, il sort de ce système très bestial, très animal, pour s'ouvrir à sa dimension humaine, et qui passe par le cœur. Oui, c'est surtout, oui, c'est un système effectivement bestial, on peut dire ça, mais c'est surtout un système diabolique en quelque sorte, parce que ça fonctionne en circuit fermé, tu en parlais tout à l'heure, ça tourne en rond. Miguel en parle dans le livre quand il explique qu'au sommet, il faut imaginer, c'est une triangulation infernale, en fait, il faut imaginer un triangle
Je préfère parler de triangle que de pyramide. Au sommet, il y a le livre de la loi. C'est le dogme. C'est une vérité qui ne se discute pas. C'est comme ça et pas autrement. Qu'elle soit scientifique, religieuse, financière, économique. Voilà, un dogme. Une vérité qui ne se discute pas. En bas de la pyramide, il y a d'une part la victime qui subit et le tyran ou le juge qui tyrannise la victime. Et quoi que fasse la victime, ce n'est jamais assez bien pour le juge, etc., etc. Et ça tourne en rond. En fait, ça. Alors, ce n'est pas le triangle de Karpman, mais ça y ressemble un peu. Et on pourrait imaginer que c'est un peu aussi le serpent qui se mord la queue à l'intérieur de ce système de triangulation. Nous sommes enfermés à ce niveau de conscience et on se vit en victime, c'est-à-dire dans la croyance que nous n'avons pas le pouvoir de changer notre vie. Jusqu'à ce que dans le programme, il y ait quelque chose qui se réveille, il y a une information dans le système, dans le programme, qui nous permettent de prendre conscience que ça ne va pas et que je souhaite en changer, qu'il y a trop de souffrance. Et c'est là que je vais vers ces accords que je conclus pour me transformer. Voilà, et ça, chacun marche ce chemin. Ça permet donc de s'affranchir de ce cauchemar, en fait, de ce rêve de domestication, de ce rêve de victime, que d'aller vers ces accords, de conclure ces accords. Et quand tu parles du sens par rapport au cœur, j'entends la direction et la signification dans le mot sens. Tout à Donc, fait. on retrouve de la signification et on retrouve de l'orientation. On a aussi des poteaux indicateurs. Donc, ces accords nous permettent aussi de nous repérer, de nous orienter. Là, c'est plutôt le cœur, là, c'est plutôt la tête, là, c'est plutôt le corps. Voilà. Mais tout ça, ça fonctionne de manière organique. C'est comme l'étage ou les niveaux d'un même organisme. C'est vivant et en interaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme il y a une structure, c'est vrai, universelle, archétypale, etc., on peut faire des liens avec les saisons, avec les éléments, avec les sens. Et donc, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, qui fonctionne tel un asile psychiatrique, peuplé de gens vraiment malades de l'esprit, et moi, je considère que je fais partie de ce monde-là. Mais de le savoir, ça me permet aussi de me positionner. Voilà. Ça permet aussi de marcher sur les deux pieds plutôt que sur la tête et d'avoir des balises. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, comment se repérer, comment y voir clair, comment vivre une vie joyeuse, tu parlais de joie, simple, harmonieuse, en bonne santé spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, physique et psychique, dans le monde tel qu'il est. Ok, Et, mais du coup, Pierre-Alexandre, je me permets parce que là, le temps passe énormément, voilà, et qu'en fait, il y a une deuxième partie qui est prévue suite à cette première émission. On parlait plutôt de la guérison du cœur, et la deuxième étant la liberté. Donc, tu viens de poser les mots, et je propose d'arrêter cette première partie ici pour ouvrir la deuxième, donc qui sera sujet d'une autre vidéo. Du coup, on garde le suspense. Qu'en dis-tu? Oui, mais très bien, très bien. Simplement, avec ta permission, si tu es d'accord, proposer peut-être un petit exercice pratique. L'été, c'est la saison du cœur. C'est pour ça aussi que je t'avais proposé ça maintenant. La période de l'année est opportune particulièrement pour prendre un temps avec soi, très simplement, et de se questionner vraiment en toute sincérité, en faisant vraiment de votre mieux, comment se porte mon cœur? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a voilà, est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'il y a des sensations? L'été, c'est vraiment la saison des relations. C'est aussi ce moment dans l'année où nos flux sanguins sont les plus actifs. C'est le moment de l'année où nous avons le plus d'énergie. C'est le moment de l'année où nous sommes le plus actifs. C'est notre corps qui commande, qui nous invite à cela. Alors, il y a la chaleur qui nous freine et qui nous oblige à organiser notre temps, à le prendre en considération. Mais comment est l'état de votre cœur? Comment se porte votre cœur, vos relations? Commencer ici, voilà, et de faire juste sonder l'état de votre cœur et d'être à l'écoute voilà, de ce cœur qui est un centre d'intelligence, de liberté, de créativité, on l'a vu, de force, et d'en prendre soin. Eh ouais, super. Bah, écoute, merci de faire ce lien avec l'été parce qu'effectivement, moi qui m'intéresse à l'astrologie, fin juillet, on entre dans le signe du lion qui est associé au cœur. Oui, alors que là, nous sommes il y a l'eau du cancer
qui va aider aussi à apaiser un peu les ardeurs, l'excès de feu de l'été. Oui, absolument. Voilà. Et là, dans le cancer, on est aussi parce que, je veux dire, l'organe qui gère et qui transmute les émotions, c'est le cœur aussi. Hein, donc, oui. Je cause plus crémeux, j'ai la parole impec depuis que je respecte les accords Toltec. Plus jamais j'aurai